Bonjour à tous, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, et on est enfin au début des playoffs. On se retrouve donc pour faire la preview de ce premier tour de playoffs qui va nous occuper pendant tout le week-end. Il y aura des matchs samedi, il y aura des matchs dimanche, il y aura des matchs lundi, enfin un match lundi, dans la nuit de lundi à mardi. Bref, un très beau week-end en perspective, 6 matchs qu'on va présenter dans ce podcast. On va vous donner les enjeux, les joueurs à suivre, les forces, les faiblesses aussi de chaque équipe. On rappelle qu'il y aura aussi des previews qui ont commencé à apparaître sur le site de The Free Agent, donc vous pourrez retrouver des previews écrites également de toutes ces rencontres. Avec moi pour présenter toutes ces oppositions de ce super wildcard week-end, comme ils l'appellent aux États-Unis, celui qui n'est pas concerné par la wildcard week-end, puisque son équipe est déjà en divisional round, c'est Seb. Salut mon Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Oui, en effet, nous on va regarder ça un petit peu, je vais pas dire un petit peu de haut, on va dire un petit peu de loin pour le moment. Et puis on va attendre de savoir à quelle sauce nous allons être mangés à San Francisco la semaine prochaine. Mais en attendant, il y a plein de duels passionnants qui vont se dérouler samedi et dimanche. Et celui que l'on va aussi, qui va suivre de très loin aussi ces playoffs, de très très loin même, puisqu'il était très très loin de s'y qualifier, c'est l'un de nos Giants, parce qu'on en a tellement. C'est mon Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir Seb, bonsoir à tous les free agents qui ne sont plus depuis qu'ils nous ont rejoints. Bah écoute, ça va bien. D'ailleurs, là, au départ, dès que tu avais parlé de très loin, je croyais que ça me concernait moi, avant même que tu parles de Seb. Mais bon, vu que tu as rajouté de très très loin, bah écoute, Maintenant tu sais que c'est toi. On va regarder ça au sous-sol. Hein. Lui, il va regarder ça en hauteur, du haut des gradins. Nous, on va regarder ça depuis le sous-sol. Lui, il est dans le grenier, nous, on est dans la Voilà. cave. C'est chacun son truc, quoi. Chacun son truc. On commence avec l'AFC. Il y aura une partie AFC et vous retrouverez aussi sur les plateformes d'écoute une partie pour la NFC. En plus, ça tombe bien puisque chronologiquement parlant, les 3 matchs de l'AFC vont se jouer en premier en commençant par les Texans de Houston qui vont recevoir les Browns de Cleveland. Alors, un peu vicissitude des règlements NFL. Les Texans sont un moins bon bilan que les Browns sur la saison régulière, 17 pour les Texans, 11-6 pour les Browns, mais comme c'est le titre de division qui prévaut, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient cette saison, eh bien, c'est les Texans qui vont avoir l'honneur, dans leur Energy Stadium, de recevoir les Browns de Cleveland. Un duel, Seb, je dirais presque, je vais reprendre le titre de la preview qui est paru sur The Free Agent, un duel entre inattendus. C'est un peu ça, c'est-à-dire 2 équipes en début de saison qu'on n'attendait pas forcément à pareille fête. Je vais être un petit peu plus nuancé. Je suis d'accord sur le fait que on n'attendait pas forcément Houston à pareille fête, en effet, en début de saison. On attendait que cette équipe progresse, mais là, j'ai l'impression que, comme j'ai eu l'occasion de le dire en début de semaine, qu'ils ont grillé les étapes, nos amis des Texans, mais tant mieux pour eux, parce que c'est une très belle équipe et ils ont de bonnes raisons d'avoir grillé les étapes. Du côté de Cleveland, il y avait quand même une forme d'attente envers eux dans cette NFL cette année, en particulier dans cette AFC Nord. AFC Nord, dont personnellement, je pensais qu'elle verrait 3 gros chiens s'affronter et puis un caniche un petit peu à la traîne, et je pensais que ce caniche serait Pittsburgh. Honte sur moi, on reviendra sur le cas des Steelers plus tard. Donc je vais être un petit peu plus nuancé que cela, et néanmoins ça nous promet une belle affiche entre 2 équipes qui ont beaucoup d'arguments de part et d'autre. Oui, tout à fait, et notamment pour les Browns, Bertrand, un argument défensif, puisque c'est une excellente défense, 270,2 yards alloués par match en moyenne en 2023, c'est tout simplement la meilleure défense de la NFL en nombre de yards alloués à l'adversaire, et c'est aussi le plus petit total de yards par match alloué sur une saison depuis Seattle en 2014, qui avait fait 267,1. Autant dire que c'est vraiment sur la défense que va jouer Cleveland pour essayer de s'en sortir samedi, ou non. Ça va être un match défensif, ou tu les vois tenter une envolée offensive?
Disons que l'équipe a misé principalement sur sa force défensive pour la faire avancer et s'imposer durant les matchs. Donc on l'a bien vu, tu as annoncé les stats. Ils ont un joueur élite qui sera sûrement Hall of Famer dans les années à venir avec Myles Garrett, un pass rusher qui ne laisse peu ou pas de chance au quarterback adverse. On a Delgen Ward et Martin Emerson Jr. qui aussi ont fait une très bonne saison cette année. Et un tant soit peu, oui, on a vraiment le symbole d'une équipe d'AFC Nord qui a utilisé la défense pour dire marquer son territoire et asseoir ses victoires. Alors ensuite, ce qui est sûr, c'est que malgré tout, il y a eu une petite lueur d'espoir, ou en tout cas, on n'a pas vu arriver quelque chose. C'est malgré le changement de 5 quarterbacks durant la saison, puisqu'ils ont un peu écumé suite à certaines blessures, en passant de Deshaun Watson à Thompson Robinson ou d'autres. C'est justement le fait que Joe Flacco, le grand revenant, a pu justement développer un jeu qui était beaucoup plus chatoyant qu'on ne le pensait. Et donc, l'équipe offensivement a pu montrer beaucoup de choses et le receveur, surtout Amari Cooper, a bien montré des bonnes choses. D'ailleurs, dans ce match-là, face aux Texans en semaine 16, où il avait fait une belle prestation de 11 passes pour 265 yards et 2 touchdowns. Donc, je pense que ça va, pour le coup, là, pour les Browns, ça va se jouer des deux côtés. Principalement, bien sûr, défensivement, puisque c'est leur point fort. Mais il ne faudra pas oublier, justement, les belles prestations qu'ont pu faire sur les 3 dernières semaines l'attaque des Browns. Effectivement. Alors, tu l'as rappelé, Bertrand, très rapidement, on a eu quand même ce match qui s'est déroulé il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a 3 semaines, c'était à Noël, entre les Texans et les Browns de Cleveland. Une victoire 36-22 sur ce même terrain des Houston Texans. Alors, on pourrait se dire que c'est plutôt fiable, comme échantillonnage. Tu l'as rappelé, un Amari Cooper qui avait été excellent, record de franchise, 265 yards cumulés à la réception. Oui, mais voilà, il manquait quelqu'un ce jour-là du côté de Houston, et pas des moindres, il manquait CJ Stroud, puisque le quarterback était, alors ça a été Davis Mills et Case Keenum, les deux se sont partagés la rencontre. Forcément, sans CJ Stroud, cette équipe de Houston, ça change un peu tout. Je donnerai juste un chiffre avant de te faire parler de CJ Stroud et de Joe Flacco. 6104 jours. 6104 jours. C'est la différence d'âge de jours entre CJ Stroud et Joe Flacco. C'est 38 ans et 362 jours pour Joe Flacco, 22 ans et 102 jours pour CJ Stroud ce samedi. C'est un peu le duel des extrêmes. C'est un duel des extrêmes entre le grizzled veteran, comme disent les Américains, et la jeune pousse, et même, à mon avis, la future star de la NFL, qui, effectivement, au cours de son absence, a permis de mesurer le poids, s'il était encore permis d'en douter, qu'il a dans le jeu offensif de Houston. Quelques chiffres juste pour resituer le personnage. Je rappelle qu'on parle d'un rookie, d'un QB de première année, qui lance pour 4108 yards, 23 touchdowns et 5 interceptions seulement. C'est vertigineux. On se demande, j'en suis presque à me demander s'il a encore une marge de progression en affichant des chiffres pareils, ou s'il n'a pas déjà plafonné, ce qui serait un petit peu terrifiant pour lui néanmoins. Mais oui, effectivement, lors de cette défaite assez lourde au demeurant, si CJ Stroud n'est pas là, il faut tout de même aussi souligner une autre absence du côté de Houston depuis plusieurs semaines et qui va perdurer encore pour ces playoffs, c'est celle de Tank Dell, blessé à la cheville et out pour le reste de la saison depuis, je crois, la semaine 12 ou 13. Ouais, il s'est blessé quasiment en même temps que CJ Stroud, de mémoire. Je sais plus sa blessure, mais oui, c'est une à 2 semaines d'écart. C'était la même date que CJ. Je vois que Tank Dell a joué, a priori, il a joué 11 matchs. Voilà, d'accord. Donc, il a dû se blesser en semaine 12, voilà, par là. Et alors, même si
l'attaque de Houston lorsqu'elle a récupéré CJ Stroud, a retrouvé de son allant. Il faut pas oublier qu'il y a quand même quelques faits là derrière qui sont marquants, qui ne sont pas des moindres et qui pèsent de leur poids chez les Texans. Et notamment, c'est le nombre de jeux de 20 yards ou plus à la passe réalisés en l'absence de Tank Dell. Ils ont seulement réalisé, les Texans, 15 réceptions de 20 yards ou plus depuis que Tank Dell n'est pas là. Et ça n'est vraiment pas lourd, puisque à un moment, au cours de la saison, je vais retrouver mon chiffre, mais ils étaient leaders dans cette catégorie et de très très loin. De mémoire, je crois qu'ils en avaient réalisé 57. Donc, même si cette absence semble être palliée, dans les faits, elle ne l'est pas tant que ça. Et moi, j'ai peur que ce corps de receveur, quand on arrive en play-off, là maintenant, où c'est vraiment la cour des grands, que ce corps il soit un petit peu juste. Et comme Houston a un jeu au sol qui est inexistant, j'ai peur que ça leur coûte cher. Ça pourrait effectivement leur coûter cher. Mon cher Bertrand, est-ce qu'il y a un autre point que tu as envie de soulever, un lièvre que tu voudrais soulever? Par rapport à ce qu'a dit Seb, c'est vrai que je suis assez d'accord avec lui dans l'ensemble. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est déjà, évidemment, c'est ce qui était grave. Et là, c'est pas le fait que CJ Stroud peut influer sur cet élément-là, c'est que les Texans avaient alloué à l'attaque des Browns 360 yards à la passe lors de ce match en semaine 16. Donc, en tout cas, Joe Flacco a pu lancer pour autant. Et c'est sûr que là, c'est pour une équipe des Browns qui n'est pas réputée pour son jeu offensif, même si on a vu ces fulgurances de Joe Flacco le revenant. Au final, ça porte ombrage justement au bon match qu'il pourrait faire durant ce wildcard de playoff. Parce que les Texans, pour le coup, ils abandonnent beaucoup de yards par rapport à ça. En plus, en soi, ils ont, je dirais, c'est un peu la tendance de leur saison. Ils ont bien performé face à des équipes très fortes et ils ont eu beaucoup plus de mal, si je ne rentre pas tous dans le détail, mais face à des équipes plus faibles. Alors, ne disons pas que les Browns sont une équipe plus faible, mais je dirais qu'en soi, ils ne sont pas forcément à l'aise en étant celui qui est, on va dire, mi-favori pour le match. Alors, c'est pas au niveau des bookmakers qui est mi-favori entre les Browns et les Texans vis-à-vis de ce match, mais vu les envolées des Texans au niveau du jeu, c'est-à-dire très chatoyant, très longue passe, on a encore vu là la semaine dernière avec cette passe longue portée de CJ Stroud pour Nico Collins. Nico Collins, au passage, juste une aparté, qui est leader pour le moment sur les yards after catch, donc ce sont les yards récupérés en plus après la réception, avec 71, il est justement second à égalité. Donc au niveau du jeu, c'est vrai que les Texans, pour le coup, montrent un jeu qui est très très aéré, très très ouvert. Le cahier de jeu est ouvert par DeMeco Ryans et ils sont un peu obligés. Un tant soit peu parce que CJ Stroud est très, on va dire, inspiré par rapport au cahier de jeu, mais en plus, comme tu disais, le jeu de course avec Singletary est moins utilisé. Donc, dans ce genre de match un peu plus serré de play-off, où on va demander peut-être un jeu moins beau, à gagner moche, est-ce que les Browns ne seraient pas plus capables, à l'heure actuelle, de gagner moche? Et puis surtout, par rapport à la trace qu'ils ont laissée en semaine 16, quand eux, ils ont gagné, ils auront peut-être un petit avantage psychologique. C'est tout à fait possible. Effectivement, je rappelle, tu as parlé de DeMeco Ryans, c'est le premier head coach de Houston à réussir à aller en playoff la première saison, et surtout les Texans sont la première équipe de l'ère Super Bowl à avoir réussi à aller en playoff et à gagner leur division avec un rookie head coach et un rookie quarterback, ce qui lui place quand même la performance des Texans dans cette saison 2023. Un petit pronostic, les amis, avant de passer à la suite. Texans, Browns, Seb.
Ça va être ça va être un match serré. J'espère un match serré. Je vois tout de même les Browns passer mais vraiment sur une petite marge, un score et peut-être moins. Très bien, Bertrand. Pareil, j'ai exactement le même sentiment que Seb, hein. Ça va être un match. On a argumenté de chaque côté, mais dire de trouver l'argument qui fait mouche et qui va vraiment faire la différence. Ouais, les Browns, pas l'expérience parce que les Browns sont capables de complètement d'y jouer, même avec une bonne équipe sur un match. Donc, je sais pas, les Browns par rapport au fait de savoir gagner quand le moment décisif du match arrivera. Donc, comme disait Seb, avec un touchdown d'écart ou moins. Non, pas plus. Allez. Ou moins. On rappelle à tout le monde que nous serons en direct sur Twitch pour commenter cette partie entre les Houston Texans et les Cleveland Browns. Ce sera samedi à 22h30. On vous attend donc nombreux. On vous commentera comme d'habitude l'intégralité de la rencontre. On aura des invités qui seront avec nous. Bref, venez passer une bonne soirée pour vivre ce premier match du Wildcard Weekend. Enfin, une bonne soirée, on espère. Hein, parce que, bon, c'est pas encore certain. On passe maintenant aux Chiefs de Kansas City et à Miami qui vont eux s'affronter dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Une rencontre, Bertrand, qui est quand même assez particulière. On va déjà voir le retour de Tyreek Hill à Arrowhead. On sait qu'il avait été frustré parce que le match de saison régulière entre les deux équipes s'était déroulé à Francfort, en Allemagne. Et là, il va donc pouvoir enfin revenir à Arrowhead. Alors, est-ce que le retour de Tyreek Hill à Arrowhead va permettre aux Dolphins d'aller chercher la victoire sur Kansas City? Est-ce que Tyreek Hill va se rappeler bon souvenir de ses performances à Arrowhead? Ça, c'est la bonne question. Non, il va devoir le faire de l'autre côté de la barrière. C'est un autre débat. En soi, pour le moment, je vais pas dire que je me focalise pas par rapport à la performance de Tyreek Hill parce qu'on sait de quoi il est capable avec n'importe quel quarterback d'ailleurs. Pour le coup, je pense, puisque il fait suffisamment de séparation avec les cornerbacks adverses, pour pouvoir justement développer tout son potentiel. Et c'est 1 ou 2 mètres qu'il a en plus. De toute façon, font la différence. Je me focaliserai plus en soi sur les éventuelles absences qu'il pourrait y avoir. Et si pas absence, les joueurs plus diminués. Je pense que c'est un peu clé de ce match-là. Et avec un autre élément dont je vais venir après dessus. Mais par exemple, éventuellement l'absence ou la diminution des performances de Raheem Mostert, de Devon Achane, de Jalen Waddle, même Tyreek Hill en soi est questionable, plus certains éléments sur la ligne offensive sans faire tout le listing. Donc c'est plus ça moi qui m'inquiète en soi vis-à-vis du match. Et puis je pense peut-être qu'on le détaillera après. Il y a une partie météo qui va sûrement jouer également. On en parlera juste après. Seb, on a vraiment l'impression quand même qu'on est avec deux équipes. Je sais pas si tu vas partager mon sentiment, mais on sait pas trop sur quel pied danser avec ces deux équipes. Les Chiefs, toute la saison, on a dit que c'était quand même assez poussif, notamment offensivement. On connaît le problème du manque de receveurs, notamment disponible pour Patrick Mahomes. Ça a été toujours un petit peu tiré par les cheveux sur de nombreuses victoires. Ils ont fini quand même champions de leur division pour la 8e fois de suite, c'est à signaler. Ils pourraient aller pour une 6e fois de suite en Divisional Round, ce qui n'est pas rien non plus. Et les Dolphins, qu'on disait potentiellement first seed de l'AFC, qu'on disait assez probablement champion de division il y a encore un mois de ça, et ben ils se retrouvent sans le first seed et sans le titre de division, avec 2 défaites pour clôturer la saison, dont une avant-dernière, 56-19 face aux Ravens. J'ai l'impression qu'on sait plus trop où on en est avec ces deux équipes. On a même l'impression que ces deux équipes marchent sur la tête, toute proportion gardée, puisqu'on parle de deux clubs qui étaient tout de même largement considérés comme des contenders en début de saison, et maintenant, force est de constater que, en ce qui me concerne, je ne suis pas sûr que je mettrai un billet sur Miami ou Kansas City qui irait au bout et qui irait
jusqu'en finale. Comme Bertrand l'a souligné, Miami va être profondément handicapé par les blessures qui leur sont tombées dessus ou par les joueurs qui sont diminués. N'oublions pas l'absence de la perte de Bradley Chubb et de son sac qui n'arrange pas les affaires des Dolphins après la perte de Jalen Phillips il y a quelques semaines. Et du coup, la défense devient suspecte pour Miami. Et du côté de Kansas City, on est un petit peu dans la situation inverse. La défense était devenue en cours de saison le cœur du club, même si elle a été controversée au fur et à mesure de la saison. Et c'est l'attaque qui a été particulièrement poussive avec, il faut bien le dire, des skill players qui n'étaient pas à la hauteur, accompagnés par un effritement des performances de Travis Kelce, qui était traditionnellement le go-to guy de Patrick Mahomes. Et n'oublions pas une autre dimension très importante pour cette attaque, c'est les pénalités, en particulier les tackles. Jawan Taylor en cumule 19 à lui tout seul sur la saison, et les pénalités en attaque, c'est une excellente façon de se tirer une balle dans le pied pour s'auto-saboter. Donc, toutes ces scories qu'on vient de... Parce que si on nous écoute, on a l'impression qu'on va avoir droit à un match entre deux clubs horribles, ce qui n'est pas le cas. Non, loin de là. C'est peut-être même, sur le papier, si on nous l'avait dit en début de saison, la plus belle affiche de ce wildcard week-end. On nous aurait dit en début de saison qu'on aurait un Miami-Kansas City en wildcard round 1, on l'aurait pas cru, mais 2, on signait quand même. Oui, très clairement. Des deux mains même. Des deux mains. Donc, il faut vraiment le préciser. Mais ce que j'entends par là, c'est que toutes ces scories pour ces deux clubs qui, pourtant, sur le papier, semblaient être de véritables blocs de marbre purs et inattaquables, eh bien, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'on va avoir un match très haché ou est-ce que quelque part, ça va s'annuler négatif et négatif, ça s'annule. Je suis pas très bon en maths, non, et moins, ça fait plus. Moins et moins, ça fait plus. Donc, on ne sait jamais. Ça. Bien malin qui pourra dire quelle sera la physionomie de ce match. Même si, là aussi, il y a un précédent entre les deux clubs cette saison. Il y a un précédent, effectivement, c'était à Francfort le 5 novembre avec une victoire 21-14 des Chiefs de Kansas City. On se rappelle d'ailleurs ce très beau touchdown des Chiefs avec une passe latérale suite à un fumble, je crois d'ailleurs que c'était Tyreek Hill, si ma mémoire est bonne. Il me semble que c'était à Tyreek Hill qu'on avait volé le ballon et ensuite il y avait eu cette passe latérale remontée pour touchdown. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Il y a ce sentiment peut-être de revanche. Bertrand, tu as parlé de la météo parce que c'est vraiment un point important pour ce match-là. Effectivement, les prévisions météo du côté d'Arrowhead, et Dieu sait si avec Seb, on l'a rappelé toute la saison, attention aux matchs de play-off qui peuvent aller se jouer dans des coins particulièrement frais des États-Unis. Alors on pensait notamment à Buffalo, mais là ça va être Kansas City qui est pas réputée pour être la ville la plus chaude en hiver. Ces prévisions météo, cette vague de froid qu'on connaît aussi en France, je vais faire ma Evelyne Delia, on a des répercussions évidemment aux États-Unis et on attend des températures avoisinant les 0 degrés. 0 degrés Fahrenheit, on soit bien d'accord, et non pas Celsius. Pour ceux qui ne seraient pas très au fait de la météorologie, 0 degrés Fahrenheit, ça fait moins 18. Moins 18. C'est quand même, c'est pas rien. Et en plus, il y a du vent de nord qui devrait faire un ressenti entre moins 24 et moins 25 Celsius. Ça commence à faire pas mal. Pour information, sur la même période, à la même heure, le samedi, du côté de Miami, parce que ça a son importance, ça aurait pu jouer à Miami aussi, il fera 73 degrés Fahrenheit, 22 degrés Celsius. Voilà, c'est pour vous donner une idée, on a quasiment 50 degrés d'écart entre les deux, si je compte bien. Les États-Unis, terre de contraste. Voilà, donc vous imaginez que Miami aurait pu jouer dans son petit stade avec 22 degrés tranquillement un samedi soir à 20h. Ouais, ils vont se retrouver à aller se peler à moins 18 du côté d'Arrowhead. Ça peut avoir une très très grosse importance, Bertrand.
Et d'ailleurs, oui, c'était cet élément-là qui va peut-être d'ailleurs tout faire jouer complètement le match. Parce que en soi, on a vanté tout au long de l'année, il y a même un article ou je veux dire un reportage qui est sorti sur le fait que les Miami Dolphins se faisaient en sorte que les équipes soient du côté du soleil quand il faisait très chaud à Miami pour profiter un peu du fait qu'elles n'aient pas l'habitude de ces éléments-là. Ils vont passer du tout au tout d'un coup. Surtout pour le match le plus important. Et inévitablement, on a beau me dire ce que l'on veut, même si les joueurs ont l'habitude d'aller peut-être à certains moments en décembre dans des conditions plus froides, on sait très bien qu'il y a des matchs de légende qui se sont déjà joués entre les Packers et les Giants, pour ne citer qu'un que j'ai pu voir. Il y a quelques années maintenant, ça remonte à très loin. Hein, c'est quand les Giants allaient en playoff et c'est Oui, très loin, on peut le dire. l'an dernier, ils y étaient, mais bon, ça remonte. Voilà, il y a un match à Lambeau Field qui est mythique. Bon, avec ces mêmes genres de conditions, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué de faire du beau jeu. Et c'est là qu'en soi, je dirais, parce que tu me demanderas sûrement d'ailleurs, c'est du résultat éventuel de ce match. Mais si on analyse juste factuellement les choses, c'est là qui sont très bien classés premier et second dans tout ce qui est l'évaluation au pass-block, ce qu'on appelle au pass-block gagnant, c'est-à-dire leur évaluation, leur performance pour bloquer les rushers adverses, va avoir toute son importance, parce que je pense aussi qu'on va avoir un jeu, si la météo est aussi froide, alors imaginons qu'en plus qu'il y ait un peu de neige ou que ce soit légèrement humide, ce qui peut peut-être arriver, ou à part si c'est un froid sec, mais c'est un jeu qui va s'orienter à la course, avec sûrement Pacheco qui a très bien fonctionné, qui est assez revanchard. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais a priori, il y a un reportage qui est passé sur lui, justement sur sa vie, et c'est la vie difficile qu'il a pu avoir et la revanche sur la vie qu'il a pris. Ce joueur-là peut justement, s'il est utilisé un tant soit peu mieux par Andy Reid, performer ce jour-là, et donc ça pourrait faire toute la différence. Maintenant, le froid aussi, même si Patrick Mahomes s'est habitué, il peut aussi dropper certaines passes, et c'est justement ce qui est un peu reproché à Kansas City ces temps-ci, c'est qu'il a beaucoup de passes droppées cette année, peu à leur habitude pour les Chiefs, et surtout dans des moments décisifs. Donc ça peut être, je vais dire, la situation de la météo peut être pour les deux camps à un moment compliqué pour développer du jeu. Alors, si les prévisions sont bonnes, ce qui n'est pas encore sûr, hein, on n'en sait rien. Si les prévisions sont bonnes, ce sera le 5e match le plus froid de l'histoire de la NFL, puisque on avait eu, tu en as parlé, ce match entre les Giants et les Packers, qui avait eu le bon goût en plus de se terminer en prolongation, ce qui est quand même en plus une bonne chose, parce que comme t'as pas assez froid, tu vas aller en plus en prolongation, où il y avait -1, donc tu vois, on était sur les mêmes sur le même étiage que ce qu'on aura là. Il y avait eu aussi un Seattle-Minnesota qui était en 2016 avec une température de -6 degrés Fahrenheit. On avait eu un Cincinnati-San Diego avec, en 1982, -9 degrés Fahrenheit. Et enfin, un Green Bay-Dallas en finale de conférence. C'était en 1967, pardon, 1967. Et c'était une température de -13 degrés Fahrenheit. -13 degrés Fahrenheit, ça vous fait à peu près -25. Et la température ressentie était de -48. C'est quand même... donc ça fait du -44 degrés Celsius. Hein. Vous voyez à peu près l'idée, quoi. -40 degrés visé en température ressentie, c'est assez fantastique. Voilà. C'était le petit point météo, mais attendez-vous à ce qu'il y ait du froid. Alors, ils annoncent pas de neige, ce qui aurait pu rendre le truc encore plus sympathique. Mais déjà, on n'aura pas mal de froid, ce qui est déjà une bonne chose. Bon, les amis, sous ces conditions de froid où Harrison Butker va sûrement se régaler, parce qu'on sait que les kickers, généralement, sont mis en évidence dans ce genre de conditions. Quel pronostic? Kansas City meilleur à Arrowhead, Miami continue sa chute ou Miami prend sa revanche sur le match des saucisses de Francfort du mois de novembre, mon Seb? Miami a quand même pris méchamment l'habitude d'être faible face au fort cette saison. Là, c'est plus une impression, hein, c'est un fait maintenant que la saison est écoulée. On va mettre la prime au champion sortant et à l'équipe qui reçoit. Moi, je suis avec Kansas City. Bertrand?
Je vais aller avec Kansas City, malgré toutes leurs difficultés, l'expérience, le fait, comme ce que j'avais dit à propos de la ligne offensive, du jeu à la course, d'être capable avec leur défense qui autorise peu de points cette année, 17,1 en moyenne. Voilà, tout ça va jouer. Il y a des absences quand même qui vont faire très très mal à Miami. Jalen Phillips, Bradley Chubb, ces joueurs-là en plus avaient vraiment des bonnes stats au niveau de, je dirais, comment on appelle ça, des turnovers qui pouvaient et des fumbles qui pouvaient provoquer. Ça fait trop. Ça fait trop avec un temps je pense que les Chiefs vont s'imposer. Je dirais que la météo sauve les Chiefs pour ce coup. La météo sauve les Chiefs. Pendant qu'on en est à parler de météo, parlons du troisième match de l'AFC, qui ira lui se dérouler du côté de Buffalo. Tant qu'on en est dans la belle météo et dans le temps chatoyant du mois de janvier, allons du côté de Buffalo. Alors, ils auront un avantage sur les Chiefs au niveau température, c'est qu'ils ne joueront pas en pleine nuit. Ils joueront dans l'après-midi pour eux, donc il fera un peu plus chaud. Ils annoncent du -6 à peu près du côté de Buffalo, et on évite la neige de peu parce que le lundi et le mardi il neige à Buffalo. Donc vous voyez, on n'est pas passé loin. Mais là, tant soit peu, les Steelers sont habitués pour le coup. Oui, voilà, les Steelers, on peut pas dire que ce soit des gens qui soient venus du Grand Sud. Hein, c'est pas vraiment ça. Donc cette affiche entre les Bills et les Steelers, avec des Bills qu'on attendait en début de saison, évidemment, bien classés dans la FCS, on pensait même potentiellement champions, ils le sont, mais Dieu que ça a été difficile cette année, Bertrand, pour les Bills quand même. J'ai perdu Bertrand. Seb, est-ce que tu es là? Alors Seb est là, donc on va repartir avec Seb avec la même question. Ça a été difficile pour les Bills cette saison. Ça a été compliqué pour les Bills, que des Bills qui se qualifient et remportent la division en même temps, sur le même match, mais au forceps et sur la dernière journée. Il y a eu une irrégularité pour ce club en cours de saison qui aurait pu lui être fatale. Hein. N'oublions pas qu'on parle d'un club qui, à la 12e journée, est 6-6, qui est donc sur une fiche qui est franchement tangente et qui, en plus, quand il se retrouve 6-6, a perdu en prolongation contre les Eagles, donc face à une grosse écurie, mais qui a connu, après cette défaite et sa bye week, qui a connu une belle dynamique, puisqu'ils sont sur 5 victoires d'affilée, et lors de chacune de ces victoires, ils ont marqué au moins 20 points, même passant la barre des 30 contre Dallas en 15e journée. Et il faut voir également que, justement, sur cette série de victoires, cette série de 5 victoires, ils accrochent Kansas City, Dallas et Miami à leur palmarès, ce qui n'est pas rien. Donc il y a tout de même une dynamique qui parle en leur faveur actuellement. Très clairement. Bertrand, t'es revenu avec nous ? Est-ce que vous m'entendez ? Il est avec nous, c'est bon, il est là, il est revenu. Il est revenu, tout va bien. Là, vous m'entendez toujours bien ? Mais oui, on t'entend toujours parfaitement. C'est les joies de l'enregistrement, pas en direct, mais qu'on fait quand même dans les conditions du direct. Et vous êtes parmi nous, hein, vous êtes habitués en cette saison, vous nous pardonnerez ces petits incidents techniques. Le froid touche aussi la fibre française. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est comme ça gèle du côté de chez Bertrand. C'est pas de notre faute, c'est pas de la sienne. C'est ainsi. Mon cher Bertrand, on parlait des Bills et de ces Steelers, deux équipes quand même plutôt impressionnantes, parce que quand on était à un mois et demi de la fin de la saison régulière, avec le bilan qu'ils avaient et le calendrier qui restait, on donnait pas forcément cher de la peau de l'un comme de l'autre. Ah oui, c'est sûr qu'au niveau des Bills, pour le coup, ils ont vraiment, je vais dire, tâté le chaud et le froid tout au long de la saison. Et je dirais même que leur production sur le terrain, c'est un peu à l'image de ce qu'ils ont fait toute la saison. Quand on voyait Josh Allen capable d'aller marquer lui-même, quand on le voyait justement faire des passes longues et les réussir, mais à l'inverse également de faire des passes longues et de faire des vilaines passes, on va dire le mot comme ça, qui finissent en interception. On l'a encore vu là sur le dernier match avec 2 interceptions très très laides, mais capables aussi par leur force physique, par leur très bonne défense, et malgré tout avec le talent des joueurs,
intrinsèquement, eh bien de s'imposer beaucoup plus facilement au final. Du côté des Steelers, on a vraiment par contre l'esprit d'une équipe qui, je veux dire, vraiment joue moche. Ouais, on peut pas dire mieux, hein. Joue moche. On sur du jeu de course où Jalen et Najee Harris Tomlin a encore su s'en sortir de très peu. On se demande toujours par quel biais ou par quel moyen, sorti de son chapeau de magicien, ces moyens pour pouvoir passer en tout cas Alors, il y a quand même une force dans cette équipe des Steelers. Elle est en post-season. Oui, il y a quand même une force dans cette équipe des Steelers et qui pourrait peut-être faire la différence. C'est peut-être si moi je devais avoir un facteur X ou au moins un motif d'espoir pour les Steelers, ce serait celui-là. C'est au niveau des turnovers. Ils sont plutôt très forts, les Steelers. Ils sont à plus 11 de différentiel entre les ballons qu'ils ont perdus et les ballons qu'ils ont récupérés. Souvent d'ailleurs en red zone. Il y a eu beaucoup d'interceptions ou de fumbles provoqués dans les derniers yards avant qu'on atteigne leur en but. Et quand on connaît la propension cette année de Josh Allen à perdre des ballons, 18 interceptions, son plus haut total en carrière, est-ce que ce serait pas là un motif d'espoir pour les Steelers ? S'il n'y avait que Josh Allen, 18 interceptions pour lui, certes, mais 20 fumbles également pour l'attaque de Buffalo, dont 4 pour le seul James Cook. Et tu l'as rappelé, la capacité de Pittsburgh à voler des ballons à ses adversaires, en particulier quand on est proche de l'en-but. Effectivement, c'est une lueur d'espoir. Néanmoins, je voudrais tempérer un petit peu cela, puisqu'il y a une légende qui tourne autour de la défense de Mike Tomlin, c'est que quand les playoffs arrivent, sa défense step up, sa défense rise to the occasion, comme aiment le dire nos Américains. Et j'ai trouvé un petit article de nos confrères d'ESPN qui est très intéressant à ce sujet. Faut débunker un petit peu tout ça. Les Steelers, ils ont joué 3 matchs de playoffs au cours des 6 dernières saisons. En 2017, en 2020 et en 2021. En 2017, ils perdent contre Jacksonville 45-42. En 2020, ils perdent contre les Browns 48-37. Et en 2021, ils perdent contre les Chiefs 42-21. Vu les scores, c'est pas l'empreinte d'une défense qui s'en sort lors des playoffs. Alors que, une fois de plus, sur ces années-là, et encore cette année, Pittsburgh avait une très bonne défense en saison régulière. Est-ce qu'il faut y voir un pattern ? Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ? C'est pas forcément le point qui me préoccuperait le plus pour ce week-end, parce que les Steelers, ils ont bien d'autres problèmes, en particulier de l'autre côté oui, du alors ils ballon. ont quand même, on n'en a pas parlé, mais ils ont quand même un gros problème en défense, ça va être l'absence de TJ Watt. Ce qui est pas rien. Quand même. Et on rappelle que sans TJ Watt sur le terrain, les Steelers sont à 18 défaites et 1 victoire. Donc c'est quand même, voilà. C'est pas rien. On sait que les Steelers sont TJ Watt dépendants. Et là, c'est justement le fait que la défense ne sera peut-être beaucoup moins performante du fait de cette absence. On a aussi Kwon Alexander, Cole Holcomb également, qui sont a priori prévus pour être absents. Minkah Fitzpatrick. Voilà, effectivement, avec toutes ces absences, il est possible que le jeu soit beaucoup plus ouvert et que, on va dire, les Bills aient l'occasion de faire passer leur passe profonde. Et alors, à ce moment-là, si le jeu s'emballe, oui, on pourrait finir avec les scores que Seb vient de développer au niveau de son argumentation. Donc, le pass rush des Steelers, là, il va souffrir. TJ Watt, c'est 19 sacs. Vous savez ce que c'est, le nombre de sacs combinés de l'escouade défensive de Pittsburgh ? 47. Donc, il y en est presque à la moitié, quoi. C'est presque 50%. Quasiment la moitié. Et quasiment la moitié, c'est-à-dire que tu retires les sacs de TJ Watt, le pass rush de Pittsburgh, il est putride.
Alors, pour parler de Minkah Fitzpatrick, juste un petit point, Bertrand, parce que tu en as parlé. D'après les informations que j'ai et qui viennent du plus près de la franchise, puisque c'est Romain de Steelers France qui me les a données, Minkah Fitzpatrick devrait être présent pour le match normalement dimanche. Voilà. Bon, ça leur donne un peu, voilà, une bonne nouvelle pour eux. C'est déjà ça de prix. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui peut, en tout cas, sauver un tant soit peu les Steelers, c'est si Mason Rudolph, qui est donc l'un des 3 quarterbacks à avoir joué pour les Steelers et qui s'en sort, entre guillemets, beaucoup mieux que le reste de la troupe, pour le moment, sur les dernières semaines, on a vu, c'est lui qui, quand même, a le plus, on va dire, de réussite au moment des passes et a pu développer même du jeu avec... son nom m'échappe. George Pickens. George Pickens, voilà, sur quelques belles actions. C'est un peu ça. C'est comme tout peut se passer sur un match. Si effectivement tout clique bien ce jour-là entre Rudolph, Pickens, même Allen Robinson 2 et Pat Freiermuth, le Titan, on a l'occasion pour cette équipe des Steelers, avec les incertitudes parfois des Bills, de pouvoir s'en sortir. Voilà, c'est pareil, c'est un match de play-off où, entre guillemets, on a su que les Bills, en soi, lors de leur qualification, ça a été un peu à l'arraché parce que ça aurait pu être pas du tout qualifié ou alors finir deuxième et avoir un très très bon spot. Mais c'est justement cette qualification à l'arraché qui fait qu'aujourd'hui, c'est un match qui est plein d'incertitudes avec une équipe des AFC Nord, des Pittsburgh, qui est habituée aux joutes très compliquées en saison régulière face aux autres équipes des AFC Nord. Donc, c'est pas parce que si Buffalo a fini deuxième que leur position les met favoris obligatoirement, tout de suite. Alors juste un petit mot sur Mason Rudolph, effectivement, qui a 3 victoires, 0 défaites depuis le début de son mandat, qui avait commencé, c'est pas un hasard, le soir de Noël, évidemment. Rudolph, le soir de Noël, ça ne pouvait pas être autrement. 3 victoires, 0 défaites, 3 touchdowns, aucune interception, 120 de rating depuis qu'il a pris les rênes, si j'ose dire, de l'équipe. Et 5 victoires au match nul sur les 6 derniers départ en carrière de Mason Rudolph. Donc c'est plutôt, on en parlait mardi dans le podcast, mais Mason Rudolph, c'est un peu la main chaude de Pittsburgh en ce moment, la main tiède, comme disait Seb. Mais bon, c'est déjà ça de prix. On n'a pas dit la dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées, c'était l'an dernier, c'était le 9 octobre 2022, et il y avait une victoire 38-3 de Buffalo. Voilà, c'était une victoire assez cinglante. Est-ce que il va y avoir une nouvelle victoire cinglante de Buffalo ce dimanche à 19h, mon cher Seb? Je t'écoute pour ton prono. Victoire cinglante, je sais pas, mais allez, même s'ils m'ont fait mentir toute la saison, j'y vais avec Buffalo. Je ne peux pas croire que l'espèce d'anomalie statistique qui consiste à finir avec une saison positive en marquant 20 points de moins que ses adversaires va perdurer en play-off pour Pittsburgh. Bertrand? Pareil, je pense que malgré tout, il peut tout se passer dans ce match-là, mais que Buffalo, avec également... Parce que c'est les lignes offensives qui, à un moment donné, feront aussi les différences sur ces matchs importants de play-off. Et on a également une offensive de Buffalo qui est très, très bien placée, comme je parlais tout à l'heure, au pass-block, l'évaluation des pass-block, on va dire, avec Dion Dawkins. Il est très, très bien placé. Donc, ça joue énormément pour pouvoir bien avancer. Donc, voilà. Après... Je mets quand même Buffalo à l'expérience en espérant qu'ils ne seront pas inconsistants comme ils vont pu l'être et surtout d'éviter par exemple des drops comme un peu les Chiefs, des drops à répétition parce que ils en ont quand même fait 16 sur les 24 qu'ils ont pu faire, se sont déroulés entre la semaine 10 et la semaine 17. Donc on voit bien qu'avec les interceptions de Josh Allen, on a cette inconsistance, comme je disais, qui va peut-être leur être fatale au mauvais moment, c'est-à-dire ce week-end. Je termine par une note d'espoir pour les Steelers, parce que vous êtes tous rabat-joie avec les Steelers. Vous les envoyez tous au tapis. Alors je termine par une note d'espoir pour eux. Notre avis. Non, parce que je salue les fans des Steelers, ils sont bien courageux cette saison, mais eux au moins ils sont en play-off. Pittsburgh, sur l'ensemble des matchs de saison régulière, il y a eu 26 affrontements entre Pittsburgh et Buffalo. Ils en ont gagné 15 sur 26. Bon.
Et en post-saison, ils se sont rencontrés 3 fois dans l'histoire de la NFL. Ce sera d'ailleurs la toute première fois qu'ils se rencontrent à Buffalo, de l'histoire de la NFL. Il y a eu 3 affrontements, les 3 à Pittsburgh, et Pittsburgh mène 2 victoires à 1. Voilà. Donc, allez savoir, on sait jamais. Bon, en tout cas, voilà pour l'AFC. Merci Seb, merci Bertrand pour nous avoir déployé vos connaissances sur ces 3 rencontres. On rappelle qu'on commentera samedi à 22h30 le match entre les Texans de Houston et les Browns de Cleveland. Ce sera avec Seb d'ailleurs. Ah bon Seb, on sera tous les deux. Absolument. Voilà, ce sera un bonheur. Et avec vous, on espère, dans le chat pour venir parler avec nous. On se retrouve très vite. Dans quelques heures plus tard, vous aurez le podcast sur la NFC avec là aussi la présentation des 3 affiches. À très vite tout le monde. Salut.